Bienvenue dans l'émission littéraire de Public Sénat. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Au Bonheur des livres. Vous le savez, dans cette émission, chaque semaine, nous essayons tout simplement de vous donner envie de lire, mais aussi de découvrir ou de mieux connaître les auteurs de ces livres. Alors voici donc aujourd'hui deux auteurs qui se penchent l'un et l'autre, j'allais dire, sur leur histoire personnelle. Alors, ils ne sont pas les seuls en cette rentrée littéraire, on va peut-être en parler. Ce sont donc des livres qui sont souvent pleins de tendresse, parfois un tout petit peu moins, mais ça nous le verrons aussi avec Raphaël Enthoven, mais ça fait le sel bien sûr de ses ouvrages. Mais j'ai envie de dire que dans ces deux livres, j'ai senti comme une espèce d'apaisement, ou peut-être d'arriver à la maturité, de réflexion plus tranquille peut-être sur la vie de ces auteurs. C'est d'abord Dominique Bonnat, académicienne, qui publie chez Gallimard une jolie biographie de son père, Arthur Comte, qu'elle intitule Le Roi Arthur. Et puis Raphaël Enthoven, qui nous propose L'Albatros, aux éditions de l'Observatoire. Et là, c'est un hommage rendu à sa mère, qui l'a accompagné jusqu'à la fin. Je précise que vous participez tous les deux à la Foire de Brive, parce que cette émission est partenaire de ce joli salon littéraire et qui rassemble tant d'auteurs talentueux. Et c'est donc ce week-end, à l'occasion de cette émission. Alors, Raphaël Enthoven, c'est L'Albatros, donc j'ai un très joli titre, au passage, dont vous nous parlerez. Il n'est pas vraiment de moi. Il n'est pas vraiment de vous, voilà. Mais vous avez bien fait... C'était pris déjà, mais bon. Oui, mais vous avez bien fait de le reprendre. Vous faites le portrait tendre, admiratif, parfois sans concession, d'une mère qui fut grande pianiste, personnage hors norme, écrivain aussi, qui écrivait. Et elle est atteinte de la maladie de Parkinson. À la fin de sa vie, vous allez l'accompagner, j'allais dire, dans le naufrage de cette fin, jusqu'à sa mort en 2023. Vous, Dominique Bonnat, vous êtes journaliste. D'ailleurs, nous sommes connus au Quotidien de Paris, il y a bien longtemps de cela. Romancière, académicienne depuis 2013, prix Interallié en 92 pour Malika, prix Renaudot en 98 pour le manuscrit de Port-Ébène. De très nombreuses biographies, Stéphane Zweig, Romain Gary, Berthe Morisot et bien d'autres, très belles. Agrégé de lettres, disons-le au passage. Raphaël Enthoven, agrégé de philosophie. Voilà, nous avons que des surdiplômés, mais surtout bons écrivains. Alors, Le Roi Arthur, donc chez Gallimard, sur votre père, cet homme politique, Arthur Comte. Alors, j'ai envie de dire que vous dressez un portrait tendre, nostalgique de ce qu'il fut. Il est né en 1920, mort en 2013. Je disais que vous avez fait de nombreuses biographies, vous avez fait de nombreux romans, et là, vous parlez de vous. Alors, pourquoi aujourd'hui revenir sur cette famille ? Oui, mais on ne sait jamais d'où viennent les livres, ni si c'est le bon moment ou pas. Mais oui, j'ai eu ce désir d'écrire sur mon père. Bien évidemment, ce n'est pas une biographie. C'est un récit d'enfance. En fait, c'est vers lui que j'allais, mais je crois que c'est surtout vers l'enfant. J'avais envie de retrouver la petite fille que j'ai été et que j'avais perdue en cours de route. On s'aperçoit dans ce portrait que vous faites de lui qu'il aimait chanter, qu'il aimait raconter des histoires, qu'il aimait s'entourer de ces légendes, ce merveilleux. Vous vous souvenez qu'il vous racontait ces histoires? Vous vous souvenez de ces moments partagés avec un père conteur? Oui, c'est surtout la voix de mon père. Ouais. Quand je ressonge à ces années-là, la voix de mon père est vraiment déterminante. C'est une voix grave, c'est une voix rocailleuse. C'est une voix rocailleuse parce que marquée par l'accent catalan, qui est celui des Pyrénées-Orientales, où il est né, dans un petit village entouré de vignes qui s'appelle Sals. Et donc c'est cette voix puissante qui, en fait, est associée à une enfance merveilleuse, au sens où cette enfance a été placée sous le signe des contes de fées, des contes les plus anciens. Il racontait des histoires tirées du folklore paysan, qu'il tenait lui-même de sa grand-mère ou de son arrière-grand-mère. Et à table, à la fin des repas, qui étaient toujours expédiés à grande vitesse et en silence, tout d'un coup, il entrait comme en scène, un seul en scène, et il se mettait à raconter. Et devant mon frère et moi. Et alors, c'est le mystère de tout ça, c'est qu'en fait, notre nom de famille est en effet Comte. Et pour éviter d'ailleurs... comme un conte de fées. Voilà, exactement. Et il le précisait très souvent parce que, en général, en France, on écrit Comte avec un M. Et donc, ça l'agaçait un peu. Auguste Comte, oui. Et à moi, Comte deux mots. Donc, il précisait toujours Comte comme un conte de fées.
Et en effet, c'était un père conteur. Et on se souvient, enfin, vous êtes trop jeune, mais de cet accent rocailleux, parce que ça a été, je vais y revenir, bien sûr, un homme politique de la 4e et de la 5e République, patron de l'ORTF, et c'était une voix forte, au fond, Arthur Comte, et c'était une voix chaleureuse, c'est ça. Oui, il avait une formule, il disait toujours l'accent, c'est la fidélité. Oui. Et sa fille a perdu l'accent catalan. Ah oui, vous l'avez perdu. Oui, parce que je suis allée à l'école petite fille à Paris, vers l'âge de 6 ans, donc les petites classes. Et quand je suis arrivée avec mon accent du Midi, la réaction a été immédiate, c'est-à-dire l'éclat de rire. On se moquait de moi à cause de l'accent, ce qui fait que je l'ai ravalé, je le regrette infiniment. Mais au fond, cet accent n'est plus dans ma voix. Mais il est dans mon cœur. Bien sûr. Alors, je précise, donc, il a été député des Pyrénées-Orientales sous la 4e, puis sous la 5e. Il a été secrétaire d'État en 57. Il est d'abord à la SFIO, puis il va en partir. Est-ce qu'on peut dire que c'était un radical socialiste, c'est ça, votre père? Il était plus socialiste que radical. Oui. Il a été socialiste longtemps. Et puis, lorsque le Parti socialiste est entré dans le programme commun, il s'est séparé du Parti socialiste. Parce qu'il ne voulait pas être avec les communistes. Et au fond, l'étiquette qui lui convenait le mieux, me semble-t-il, c'est l'étiquette d'indépendant. Oui. Il n'est jamais vraiment resté dans un parti complètement. Il a eu des amitiés politiques. Mais la SFIO a beaucoup compté. Léon Blum a été un des premiers à lui donner ses conseils en politique. Il avait une vénération pour lui, une vénération pour Jean Jaurès. Donc il a gardé, même en évoluant un peu vers le parti beaucoup plus conservateur, voilà, et dans son panthéon, on trouvait Jean Jaurès et Léon Blum, mais peut-être que Valéry Giscard d'Estaing avait lui aussi sa place. Et Pompidou en tant aussi. Que grand européen, Pompidou aussi. Il va le nommer à l'ORTF, puisqu'il va diriger l'ORTF. C'est Pompidou qui a nommé mon père, en effet, en 72, président, directeur général de l'ORTF. Et là, alors là, évidemment, il va considérer qu'il faut rester indépendant, ce qui est assez rare dans une société d'aujourd'hui. À la tête de l'ORTF, surtout. Oui, voilà. Oui, mais il va partir, du coup. Oui, il restait très peu de temps. Il restait peu de temps, parce qu'il estimait qu'il n'avait pas la liberté de... Il n'avait pas suffisamment d'indépendance. Il a d'ailleurs écrit un livre là-dessus, parce qu'il a écrit un livre qui s'appelle « Homme libre », et qui raconte son expérience de l'ORTF. On a le sentiment qu'on parle de je ne sais pas si vous avez ce sentiment-là, Raphaël Antoven, de ces hommes politiques d'un autre temps, non? Enfin, oui, qui avaient sans doute un tempérament. Il y a de cela, et il y a aussi surtout le jeu ordinaire qui veut que tout pouvoir, toute ascension par le pouvoir passe par la soumission, sauf chez les véritables indépendants, qui réussissent à gravir les marges du pouvoir sans avoir à se soumettre pour ça. Et puis parfois qu'ils le manifestent, clairement. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être de plus en plus rare, non? Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a toujours eu des héros. Le goût de la liberté demeure, je pense, chez beaucoup d'individus. Et heureusement, ne disparaît pas. La liberté a toujours ses héros... autant aujourd'hui qu'hier. Mais au fond, Arthur Comte avait un avantage, c'est qu'il était homme politique, mais il était tout autant écrivain. Oui, il a écrit depuis qu'il a 25 ans, il a écrit toute sa vie, il a écrit plus de 80 ouvrages. Et donc la plume était pour lui une manière de contrebalancer ce monde politique qui est dur, souvent arrogant, dangereux. Et la littérature, pour lui, était non pas un refuge, mais un monde de paix et de réflexion, de sérénité. Vous diriez que vous avez pris l'accent, on a compris que vous l'aviez perdu, volontairement ou pas, cher Dominique Bonnaz. Qu'est-ce que vous avez gardé de son tempérament? Alors, j'ai gardé, bien sûr, ce goût du merveilleux, l'imaginaire qui était présent familialement. C'était difficile de grandir près d'un père surnommé le roi Arthur. Parce qu'on le surnommait aussi bien en famille qu'en politique, oui. On l'appelait comme ça dans la famille. Et puis alors, il le méritait parfaitement. Il avait une manière de se tenir, de se comporter. Il avait une autorité qui s'exerçait aussi dans le cercle de famille. Et donc, grandir près d'un père qui est prestigieux, qui écrit avec une facilité déconcertante. C'était peut-être une des qualités de mon père qui m'a le plus fascinée. C'est cette façon qu'il avait de noircir des feuilles et des feuilles de papier de son écriture régulière. Donc, tout ça demeure. Mais au fond... vous en avez un peu hérité, bien sûr. Le plus grand message, et il me semble que c'est ce que j'essaie de retenir aussi pour moi-même et pour mes enfants ou petits-enfants, c'est qu'il a donné beaucoup d'amour. Oui. Vous parlez peu de votre mère, enfin, c'est votre Je parle père. De ma mère aussi, parce que je parle beaucoup du rôle des femmes, justement, dans cette atmosphère-là. Les femmes étaient dans l'ombre
de ce grand soleil masculin, et ne travaillait pas, était dévouée entièrement au foyer, aux enfants. J'ai eu tout de suite un modèle féminin qui était quasiment ancestral, de dévouement, de sacrifice. Et cela aussi, il fallait le dépasser, essayer d'être autrement, autre chose, tout en gardant un peu l'héritage, finalement, de ces femmes également. Oui, donc vous l'avez évidemment dépassé vous-même en devenant en suivant votre propre destin J'ai de essayé. femme. Vous avez essayé. Il meurt en 2013 et vous rentrez à l'Académie française en 2013. Il a eu le conscience que vous y étiez rentré ou... Oui, totalement. Oui, oui. On imagine une grande fierté. Il était vivant, il était entièrement présent quand j'ai été élue à l'Académie française. Et il a savouré d'autant plus ma victoire que lui-même s'était présenté, avait été refusé par 2 fois à l'Académie française. Ça ne lui avait pas laissé de blessures particulières. Il disait toujours que les blessures politiques étaient profondes. En revanche, cette blessure-là n'était qu'une égratignure, disons. Ah oui. Voilà. Ah oui. Mais on aurait pu penser l'inverse. Que sa fille puisse entrer à l'Académie française, je pense que ça l'a plutôt réjoui. On imagine. Alors, Raphaël Enthoven, vous êtes normalien, vous avez animé de nombreuses émissions sur la philosophie, vous avez reçu le prix Femina pour le dictionnaire amoureux de Proust que vous aviez co-signé avec votre père, Jean-Paul Enthoven. Et voici donc l'Albatros. Alors, c'est un livre très personnel, cette fois encore. Il y avait eu d'ailleurs un autre roman d'autofiction en 2020, Le Temps gagné, oui. Qui vous permettait aussi de revenir sur un certain nombre de personnages de votre entourage et de vos proches. J'ai envie de dire que ce livre, l'Albatros, ce nouveau livre sur vos origines, me paraissait, c'est ce que j'ai dit en introduction, un peu différent, plus apaisé, plus tranquille, plus triste. tendre. Triste, tout simplement. Plus triste. C'est un livre profondément triste. Je suis profondément triste. Quand vous perdez quelqu'un, quand vous faites l'expérience l'expérience inévitable, hein, et qui n'a rien de singulier, mais bon, l'expérience de cette perte capitale, perdre sa mère, dire maman est morte, l'expérience de cette douleur stupéfiante, eh bien, ce que vous écrivez, si vous essayez d'être sincère, s'en ressent fatalement. Donc, c'est le plus intime, c'est le plus triste aussi, et d'une certaine manière, paradoxalement, le plus joyeux de mes livres. Je disais tendre parce que vous en faites un portrait affectueux, parfois un peu plus, avec moins de concessions, on va en parler. Je précise que cette mère s'appelait Catherine David, qu'elle est morte en 2023, et que vous allez l'accompagner donc dans cette maladie incurable, enfin, bien sûr, la maladie de Parkinson. Vous allez l'accompagner jusqu'à la fin, dans ce que j'appelais ce naufrage de la fin, qui, bien sûr, va l'empêcher de faire ce qu'elle aime le plus faire, c'est-à-dire jouer du piano, qu'elle fait très bien. Est-ce que c'est ça qui vous a décidé à écrire sur elle? Est-ce que c'est ce moment-là passé avec elle? Non, ce qui m'a décidé à écrire sur elle, c'est le souvenir de cette période que j'appelle la drôle de guerre, qui est le moment où le Parkinson est diagnostiqué, puis tôt repéré grâce à la pratique du piano et les tremblements intempestifs de la main gauche. Donc tôt repéré. C'est l'intervalle qui sépare le moment où la maladie est diagnostiquée du moment où elle se déclare véritablement. C'est la drôle de guerre. Le diable est dans la boîte, on prend de la dopamine, et avec ma mère, on avait le subterfuge d'un concert lecture où elle devait interpréter une dizaine de pièces pendant que je lisais une dizaine de textes. Et c'est cette période pendant laquelle, face au Parkinson qui menace, elle se construit un rempart spirituel, fait de lecture, d'interrogations sur les neurones miroirs, sur la plasticité cérébrale, d'érudition. Ma mère était quelqu'un qui opposait son érudition au désordre du monde. Et elle se prépare de cette manière-là. Et je trouve bouleversant de raconter à la fois les préparatifs et le fait qu'évidemment, quand la maladie est apparue sous des symptômes plus précis, elle a tout balayé. Et c'est ça, en fait, qui m'a décidé à écrire le livre. C'est l'échec de ces préparatifs. C'est ce qu'il y a de dérisoire
dans la tentative par l'érudition de faire face à une maladie neurodégénérative. Et votre propre impuissance aussi en tant que... Ma propre impuissance, mais ma propre impuissance, elle était avérée depuis le début, de toute façon. Quand ma mère apprend qu'elle a la maladie de Parkinson, on décide de travailler le piano. Et elle travaille le piano et elle est au sommet de son art à ce moment-là. Elle est au sommet de son art. Et on parie sur le fait que le travail du piano va... Que peut le piano contre Parkinson? C'est la question qu'on se pose. Et donc je la fais travailler le plus possible, mais déjà, la main s'enquiste après avoir joué, ce qui n'est pas normal. Vous aviez conscience, plus petit, jeune, qu'elle était une pianiste hors pair? Oui, je savais depuis toujours qu'elle était une pianiste exceptionnelle, alors que j'avais une oreille profane, mais je m'en suis aperçu, je l'ai vérifié plus tard. C'était une amatrice, mais la reine des amatrices. Elle appartenait à la famille des laboureurs au piano. Vous savez, vous avez les déchiffreurs qui vous prennent une partoche et qui vous déchiffrent le truc, qui font des fausses notes, qui s'en foutent et qui balancent ça comme on laisse une boîte de caviar ouverte. Et puis vous avez les laboureurs qui restent pendant des heures, des jours et des mois sur le même morceau jusqu'à ce qu'ils le jouent parfaitement. Et ça, c'était ma mère. Donc elle avait un répertoire assez maigre, mais son interprétation était inouïe. Oui. Inouïe. Elle savait jouer au milieu des touches. C'était extraordinaire. Elle avait les meilleurs profs et elle avait atteint un niveau remarquable dont seuls les élus ont eu quelques échos, puisqu'elle n'aimait pas se donner en scène. Oui, se donner, et elle ne vous a pas poussé vous-même à devenir pianiste? Elle m'a poussé, oui, c'est un échec, un désastre. La place était prise, j'avais rien à faire là-dedans. Je me suis contenté d'écouter, de jouer avec les oreilles. Voilà, donc voilà. Vous n'avez pas suivi ça. Alors vous dites l'Albatros, je disais, c'est évidemment un très joli titre emprunté à Baudelaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle était comme un artiste incompris ou comme non, pas incompris, mais elle était incapable de... Non, c'est que vous savez, l'Albatros, c'est donc l'oiseau baudelairien qui se rit de l'archer quand il est au ciel. Mais dont exilé sur le sol au milieu des huées, les ailes de géant l'empêchent de marcher. Et ma mère, comment dire, c'était mal arrangé la vie. Elle était un peu désorganisée, elle n'était pas très rigoureuse, elle n'avait pas du tout le sens pratique. Elle s'était installée à Montmartre, loin de ses enfants, où elle passait des journées seule. Elle s'était mal arrangé l'existence à la façon de l'albatros pâteau qui essaie de marcher en s'appuyant sur ses ailes comme sur des cannes et qui boite à cause de ses propres cannes, si vous voulez. Donc elle s'était mal arrangé la vie. Mais de retour à son bureau ou bien devant son piano, elle prenait sa revanche. Et c'était un écrivain remarquable qui pouvait faire tenir un journaliste au Nouvel Observateur, érudite et écrivain, vraiment écrivain sincère. Écrivain enfiévré, aimant les cavalcades, sincère. Et donc elle prenait sa revanche à son bureau, et c'est ça le syndrome de l'albatros. C'est cet être qui est pâteau dans l'existence quotidienne, mais qui tutoie les cimes ou qui tutoie les dieux quand il se remet à travailler, quand il est à son art. Et elle était de cette espèce-là, elle était de cette espèce ambivalente-là, à la fois l'un et l'autre. Et vous l'admiriez pour ça, petit? Je l'admirais profondément. Peut-être ça vous agaçait un peu aussi. Bien sûr, mais j'étais son fils. Donc, bien sûr qu'elle m'agaçait et que le génie de ses phrases s'était perdu dans le psittacisme de ma mère et son aptitude à se marrer des mêmes vannes. Bien sûr, mais on était intellectuellement extrêmement proches. Nous étions très proches. J'ai découvert ça tardivement, sur le tard. En la lisant, je me suis aperçu que la langue que moi-même je croyais adopter comme une seconde langue était en réalité ma langue maternelle. On était intellectuellement très très proches. Et donc, à tel point que le sentiment de l'absence est parfois un peu moins vif. Il me suffit de la lire pour la retrouver. Et d'ailleurs, pour la décrire, vous donnez beaucoup de détails et aussi des citations objectives de cette femme, oui. Des phrases en italique qui représentent un peu ses dérives, ses dérives personnelles. Ce sont des textes d'elle, ce sont des morceaux d'elle, tantôt des morceaux de journal, tantôt des morceaux de livres parus, tantôt des confidences qu'elle m'a faites. Mais c'est sa voix. Je voulais qu'on entendît sa voix. Oui. Je voulais qu'on l'entendît le plus possible. C'est pour ça que j'ai insisté sur les dialogues et c'est pour ça que j'ai insisté sur ses idiomes, sur sa façon de parler. Je voulais que les gens qui l'ont connue la retrouvassent. Mais je voulais mais surtout que cette voix resta dans l'oreille. Présente. Voilà. On ne peut pas dire qu'Arthur Comte était un albatros, Dominique Bonnat, non. Il était quand même probablement, parce que chacun a ses faiblesses, chacun a ses fragilités. Ce qui m'a frappé dans le livre de Raphaël Enthoven, c'est la qualité un peu double de cette femme, qui est à la fois une artiste et une intellectuelle.
Oui. parce qu'elle a une manière très cérébrale d'aborder la vie, à travers, justement, vous parlez d'érudition, C'est vrai. mais au fond, c'est une artiste. Donc oui. elle a ce double appel. Elle aimait Pic de la Mirandole, parce que c'était l'homme le plus savant de son temps et que c'était un artiste quand même. Voilà. Elle aimait ça. Elle parlait ces deux langues-là. Et par ailleurs, l'intellectuel en elle était partagé entre un tropisme spiritualiste qui parlait de je ne sais quoi, qui était musical, qui parlait d'indicible, qui parlait d'ineffable, qui lisait du Jankélévitch et du Bergson, qui était du côté des philosophies de l'esprit, et un matérialisme ardent qui la rendait confiante sur le fait que la science pourrait régler la totalité de nos problèmes. Elle appartenait aux deux régimes à la fois. Elle les soutenait simultanément. Mais quelle mère était-elle? Une mère tendre, une mère attentive, une mère distraite? Elle a été toutes les mères à la fois. Elle a été distraite, elle a été injuste, elle a été lâche, elle a été merveilleuse, elle a été extraordinairement, je hais ce mot, mais je suis bien obligé de l'employer ici, inspirante. Oui, c'est un beau mot aussi. Et incroyablement, c'est un mot, c'est un anglicisme, inspiring. Et c'était une mère bouleversante. Mais il y a aussi l'idée dans ce livre que l'un et l'autre, même si vous avez souligné cette proximité intellectuelle et profonde finalement qui vous unissait, vous n'êtes peut-être pas assez parlé, vous n'êtes pas dit tout ça. Non, c'est pas vrai. Non. J'ai eu cette chance, moi. J'ai eu cette chance merveilleuse. Je me suis aperçu que ma mère et moi, on pensait la même chose. J'avais entre 20 et 25 ans quand j'ai découvert que ma mère, avec ses outils à elle, avait des objets qui étaient les mêmes que les miens. Mais vous n'aimiez pas vous l'avez souligné, que vous n'aimiez pas votre beau-père et que ça non, j'ai pas parlé à ma mère. J'ai vécu mon enfance. J'ai passé mon enfance chez ma mère. C'était une enfance malheureuse à cause de mon beau-père. Qui a peut-être bloqué la communication. Enfin, qui a peut-être. Oui, peut-être. Mais enfin bon, moi j'en suis parti. J'ai pas parlé à ma mère pendant 2 ou 3 ans. Et quand on s'est retrouvés, j'avais 16 ans, 17 ans. On s'est retrouvés sur de bonnes bases. On avait purgé des vies entières d'engueulades. On n'avait plus de raison de se fâcher. On était juste proches et on pouvait, émerveillés, découvrir à quel point profiter l'un de l'autre. Et donc on a eu des discussions infinies. Moi j'ai eu cette chance merveilleuse d'avoir avec ma mère plus de discussions sur le reste du monde que sur nous deux. Nous n'avions pas de relation pathogène. On était juste sincèrement attachés l'un à l'autre. Et puis il y a ce moment si particulier qui est la fin, parce que là, et qui vous rapproche d'une certaine, qui vous unit à jamais, sans doute, mais de façon évidemment déchirante, puisque vous décrivez cet accompagnement. C'est-à-dire que quand vous accompagnez quelqu'un le long de son agonie, vous avez beau le suivre à chaque étape, suivre chaque dégradation, chaque chute, parce que ça marche par chute, la maladie de Parkinson, c'est des cases... Tout va bien, tout va normalement, puis on se casse la gueule et on ne remonte pas. Et c'est comme ça que ça vous dégrade. Quand vous accompagnez quelqu'un, vous avez beau l'accompagner de cette façon-là, vous avez beau le suivre tous les jours, vous avez beau être à ses côtés autant que possible, et voir venir et espérer la mort tout en la redoutant, vous la voyez venir, et quand elle arrive, vous êtes stupéfait. Et c'est ça qui est très, très étrange, si vous voulez. C'est que la mort puisse vous surprendre autant... Alors que vous étiez préparé. Alors que le mourir est si long et que vous l'avez sous les yeux en permanence. Comment peut-on assister à tant de mourir et être surpris par la mort? Et je voulais raconter ça. Je voulais raconter cette qualité d'étonnement, en fait, qui nous vaut et qui vaut à chacun de nous, d'être surpris par l'événement le plus prévisible de sa vie. Est-ce que vous avez pu accompagner votre père aussi? Alors, il est mort âgé, mais... Bien sûr. Très âgé. Très âgé, il est mort même, à 93 ans. 93 ans, oui. Et ça, oui, mais il y avait de l'apaisement où vous non, étiez... il n'avait pas d'apaisement, non. Mon père était en colère pendant presque 15 ans après la mort de ma mère. Oui. Il ne s'est jamais remis de la mort de ma mère. Et cette colère, il en a voulu à la vie du départ de la femme aimée. Et donc, il a survécu. Il a arrêté d'écrire, il a arrêté absolument tout. Il s'est enfermé dans l'appartement. La télévision lui tenait compagnie. Son corps s'est progressivement dégradé. Il a gardé la tête jusqu'à la fin, heureusement. Mais effectivement, mon frère et moi, nous venions tout le temps près de lui. Et vous avez le sentiment que vous lui avez... près de lui, mais il y avait quelque chose qui était brisé, vraiment.
Et vous avez eu l'impression d'avoir pu lui parler tout au long de sa vie ou lui dire les choses que vous aviez envie de lui dire? Alors, mon père et moi, nous ne parlions pas. Oui. Et ça, Je crois que je n'ai jamais eu de dialogue avec lui sur quoi que ce soit. C'est assez extraordinaire parce qu'aujourd'hui, on vous dit il faut parler, il faut tout expliquer. On a envie de parler à nos enfants. En vérité, c'était un père, c'est curieux parce que il était très expansif à l'extérieur. Il racontait des histoires. Oui, à l'extérieur, il faisait des discours politiques, il allait vers les gens. Mais, comment dire, ces silences à la maison ne gênaient pas. C'était des silences, de bons silences, on peut dire. Et on a grandi dans cette dimension-là. En fait, quelquefois, ne pas dire les choses, c'est bon aussi. Alors ça, je ne sais pas. Quand on parle trop, quand on dit trop de choses, les mots, c'est dangereux. Les mots, ça flotte. Les mots vous suivent d'une année à l'autre. Et ces silences... Mais attention, ce n'était pas un silence agressif ou un silence désagréable ou triste. C'était un silence tout à fait naturel. Et nous trouvions cette relation filiale, cette relation d'affection à travers le silence des soirées familiales. Ma mère c'était son ennemi, le silence. Oui. C'était l'ennemi. Elle est née dans le silence. Elle est née entre une mère endormie et un père qui n'était pas là, parce qu'il était avec son autre famille. Et donc elle est née dans un silence de tombe. Et elle s'est donné pour but toute sa vie de vaincre le silence, c'est-à-dire de réussir à prendre la parole. Quitte à ne pas tout dire d'ailleurs, mais de réussir à prendre la parole. Ce qui est tu vous tue, disait-elle. Tout ce qui est tu. Oui, c'est aussi le pendant de ce que dit Dominique. Mais des mots peuvent tuer, mais ce qui est tu. La littérature veut le silence. Elle est née. Pour écrire, il faut le silence. La littérature veut le silence, mais elle naît d'une victoire sur le silence. Elle naît aussi d'une victoire du droit, de la capacité, du droit qu'on se donne de parler un jour. Voilà, alors le livre de Dominique Bonnat s'appelle Le Roi Arthur, sur ce grand personnage de notre République, Arthur Comte. C-O-N-T-E. C-O-N-T-E. Comme un conte de fées, s'il vous plaît. Voilà, parce qu'il aimait les contes, avec son accent rocailleux. Et votre livre, cher Raphaël Antoven, c'est l'Albatros sur votre mère, disparue en 2023. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Quelques coups de cœur avant de terminer. D'abord, Une mère en fuite, ben oui, parce que de Mishka Sayas, chez Grasset, un beau portrait d'une mère qui est singulière. Et puis aussi le tableau d'une époque, évidemment, par un spécialiste bien connu du rock. Qui écrit bien aussi. Et puis Thierry Metz, Lettre à ma bien-aimée, c'est un auteur à redécouvrir à travers cette parution donc en Poésie Gallimard. Ce sont des poèmes, oui. Il faut saluer en tout cas cette collection un peu exceptionnelle. Et puis tout simplement pour sourire, Plantus, c'est la chronique de l'année 2025. La mort du pape, l'arrivée de Trump, etc. Enfin, c'est son regard... C'est franchement rigolo, donc je donne à qui veut. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Bonheur des livres.